Honorable, bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Je suis Dr Marega, député nominal de la préfecture de Linguéra et au compte du grand parti qui est l'UFDG. D'accord. Aujourd'hui, la question du troisième mandat du président Alpha Condé est posée. Et on vous entend rarement sur ces questions. Mais qu'en dites-vous? Vous savez, nous, d'abord, la première question qu'on se pose, troisième mandat, pourquoi faire? Lorsqu'on pose cette question, on se rend compte qu'on a déjà la réponse. Vous savez la situation économique que vit la Guinée. Vous savez aujourd'hui quelles sont les difficultés du panier de la ménagère. Vous savez aujourd'hui quelles sont les difficultés que vous avez pour venir au travail. Même si vous vous réveillez à 7h, à 6h du matin, pour arriver en ville, c'est un calvaire. Vous savez que la problématique des routes, vous savez qu'aujourd'hui, nous avons, on est revenu au temps perdu, au temps passé de coupures d'électricité qui n'en finissent pas. Vous savez, la pollution et les saletés dans la ville, bien sûr, le manque de perspective et surtout la panne démocratique qu'il y a dans le pays et surtout et aussi les difficultés que nous voyons dans toutes les institutions de la République. Nous avons résumé ça en alpha gouvernance et nous disons donc que voilà, la Constitution a verrouillé ce problème de mandat. Il y a un mandat, un deuxième mandat quand le peuple veut bien vous le donner. Et ensuite, maintenant, on vous demande vraiment de laisser la place à d'autres Guinéens qui sont capables peut-être de faire partir, de faire changer, de braquer la Guinée pour vraiment l'ancrer dans l'émergence. Et voilà, donc nous disons le troisième mandat, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bannir. Il y a suffisamment de Guinéens capables de prouver que cette Guinée délabrée, vivant sur 60 ans de mensonges, peut aussi évoluer et permettre à ces Guinéens d'être dans une Guinée qui chante et qui a un lendemain enchanteur. Il y a quand même des velléités. Quand le président lui-même garde un flou sur la question, autour de la question, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que le déficit démocratique qu'il y a dans ce pays, si on doit encore tripatouiller la Constitution pour en faire encore 5 ans de troubles, 5 ans de malheur pour ce pays, je pense que le président Alpha Condé devrait quand même essayer de soulager ces populations, de s'en aller tranquillement et de laisser d'autres Guinéens capables de faire bouger les choses. En partant du pouvoir, qu'est-ce qu'il aura laissé comme héritage? Quelle Guinée Écoutez, il aura laissé une Guinée fracturée, une Guinée hargneuse, une Guinée, je dirais, avec une division terrible. Parce que c'est en fait cela que l'on peut apporter ou l'on peut changer dans ce pays-là. On ne reste pas président dans l'histoire à cause du fer, à cause de la bauxite, à cause des diamants, parce que c'est quelque chose qui est apparu sur ce sol guinéen avant la naissance de chacun, qui est là pendant la vie de tout le monde, et à la mort de Alpha, cette Guinée aura encore du fer, de la bauxite et tout. Mais qu'aura-t-il laissé comme empreinte dans la vie des Guinéens? Aura-t-il permis d'avoir une nation? Aura-t-il forgé un Guinéen responsable? Voilà ce que nous disons, et nous disons non. On dira que Alpha est passé, il a divisé les Guinéens, il a laissé les Guinéens fracturés, nerveux, les Guinéens qui ne parlent que d'ethnie, qui ne parlent que de secteurs, de Guinée, de la forêt, de Guinée, de moyenne Guinée, haute Guinée, c'est-à-dire tout ce qui normalement divise, c'est la force d'Alpha de l'avoir fait prospérer. Et tout ce qui unit, tout ce qui entraîne une Guinée
qui a un regard d'ensemble vers l'avenir, qui a une fraternité entre les gens, il n'aura pas permis cela. Au contraire, bien sûr, il aura contribué vraiment à cette fracture-là. Et ce que je trouve dommage, vraiment pour ce pays-là. Alors parlons à présent du statut du chef de file de l'opposition, qui donne beaucoup de privilèges aujourd'hui à El Hadji Seydou Dalein Diallo. Le débat à ce sujet, c'est que les 500 millions qui devraient être versés mensuellement au président Dalein pose débat et pose problème en même temps, parce que pour certains, cette somme doit être versée au compte du parti. Alors que El Hadji Seydou Dalein était hier dans une radio de la place, il a dit que cet argent lui appartenait. Qu'en dites-vous? Non, mais vous savez, ça encore, ça fait partie des faux débats qu'il y a dans ce pays. Vous savez, personne ne s'assoit aujourd'hui pour discuter du budget de la Cour suprême, du budget de la CENI, du budget de toutes ces institutions-là qui ont été créées. Ce qu'on dit, c'est que l'institution chef de file de l'opposition a été votée à l'Assemblée nationale à l'unanimité. Tous les députés étaient là, tous les groupes. C'est un projet de loi qui est arrivé du gouvernement. Il y a eu des résolutions au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, c'est quelque chose qui est établi depuis très longtemps. Le budget n'avait pas été mis en place au départ, mais dans les résolutions qu'il y a eu à l'Assemblée nationale et tout, on avait dit que le chef de file de l'opposition, c'est-à-dire l'institution chef de file de l'opposition, avait un statut, avait un budget, avait vraiment avec ça des locaux, de quoi travailler. Et vous savez que lorsque l'on fait la liste, les communiqués du gouvernement, les communiqués de la présidence, lorsqu'un chef d'État arrive et tout, vous savez qu'on demande au président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil économique et social, on parle du président de la Cour suprême, on parle du président de la Cour constitutionnelle, on parle donc du chef de file de l'opposition. Donc tout ceci pour dire que c'est quelque chose qui est connu, qui est donc dans une normalité dans ce pays. Alors maintenant, quand on dit que cet argent, Seydou Dalein, qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est pas de l'argent qui est versé dans son compte à lui personnel, Seydou Dalein Diallo, c'est chef de file de l'opposition. Il est pour l'instant, du fait de la majorité à l'Assemblée nationale, du groupe de l'opposition le plus important. On a quand même 37 députés de l'UFDG à l'Assemblée nationale. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et cet argent, c'est de l'argent qui est établi pour la bonne marche de l'institution chef de file de l'opposition. Répondez-vous à ceux qui pensent ou qui disent que c'est une forme de corruption? Bon, écoutez, les gens sont toujours là en train de discuter pour noyer le poisson. Moi, je dis simplement que, vous savez, Seydou Dalein vient d'une tournée en Haute-Guinée et en forêt qui a été triomphale, avec des prises de position importantes des responsables de la Haute-Guinée et de la forêt. Donc, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour Alpha Condé. Il a fallu maintenant trouver une situation de contre-feu. Donc on a amené une polémique qui n'est pas une sur la place publique. Mais ce qu'il y a à dire simplement, c'est qu'il n'y a aucune forme de corruption, puisque ce n'est pas de l'argent d'abord de Alpha, c'est l'État qui a décidé de doter d'un budget une institution. Cette institution, c'est chef de file de l'opposition. Ce n'est pas une institution qui a été inventée par la Guinée, c'est quelque chose qui existe au Sénégal, qui existe au Mali, qui existe dans d'autres pays, au Niger, avec un fonctionnement normal de ces institutions. Et donc, il est tout à fait normal que cette institution puisse fonctionner avec vraiment les deniers publics et que ce soit, ça permette une ventilation, je dirais, démocratique normale dans un pays. Présentez-vous. Je suis Dr Marega, député uninominal de la préfecture de Ninguéra et au compte du grand parti qui est l'UFDG. D'accord.
Aujourd'hui, la question du troisième mandat du président Alpha Condé est posée. Et on vous entend rarement sur ces questions. Mais qu'en dites-vous? Non, mais vous savez, nous, d'abord, la première question qu'on se pose, troisième mandat, pourquoi faire? Lorsqu'on pose cette question, on se rend compte que on a déjà la réponse. Vous savez la situation économique que vit la Guinée. Vous savez aujourd'hui quelles sont les difficultés du panier de la ménagère. Vous savez aujourd'hui quelles sont les difficultés que vous avez pour venir au travail. Même si vous vous réveillez à 7h, à 6h du matin, hein, pour arriver en ville, c'est un calvaire. Vous savez que la problématique des routes, vous savez qu'aujourd'hui nous avons, on est revenu au temps perdu, au temps passé de coupures d'électricité qui n'en finissent pas. Vous savez, la pollution et les saletés dans la ville, hein, bien sûr le manque de perspective et surtout la panne démocratique qu'il y a dans le pays et surtout et aussi les difficultés que nous voyons dans toutes les institutions de la République. Nous avons résumé ça en alpha gouvernance et nous disons donc que voilà, la Constitution a verrouillé ce problème de mandat. Il y a un mandat, un deuxième mandat quand le peuple veut bien vous le donner. Et ensuite maintenant on vous demande vraiment de laisser la place à d'autres Guinéens qui sont capables peut-être de faire partir, de faire changer, de braquer la Guinée pour vraiment l'ancrer dans l'émergence. Et voilà, donc nous disons le troisième mandat, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bannir. Il y a suffisamment de Guinéens capables de prouver que cette Guinée délabrée, vivant sur 60 ans de mensonges, hein, peut aussi évoluer et permettre à ces Guinéens d'être dans une Guinée qui chante et qui a un lendemain enchanteur. Il y a quand même des velléités. Quand le président lui-même garde un flou sur la question, autour de la question, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que le déficit démocratique qu'il y a dans ce pays, si on doit encore tripatouiller la Constitution pour en faire encore 5 ans de troubles, 5 ans de malheur pour ce pays, je pense que le président Alpha Condé devrait quand même essayer de soulager ces populations, de s'en aller tranquillement et de laisser d'autres Guinéens capables de faire bouger les choses. En partant du pouvoir, qu'est-ce qu'il aura laissé comme héritage? Quelle Guinée Écoutez, il aura laissé une Guinée fracturée, une Guinée hargneuse, une Guinée, je dirais, avec une division terrible. Parce que c'est en fait cela que l'on peut apporter ou l'on peut changer dans ce pays-là. On ne reste pas président dans l'histoire à cause du fer, à cause de la bauxite, à cause des diamants, parce que c'est quelque chose qui est apparu sur ce sol guinéen avant la naissance de chacun, qui est là pendant la vie de tout le monde, et à la mort de Alpha, eh ben, cette Guinée aura encore du fer, de la bauxite et tout. Mais qu'aura-t-il laissé comme empreinte dans la vie des Guinéens? Aura-t-il permis d'avoir une nation? Aura-t-il forgé un Guinéen responsable? Voilà ce que nous disons, et nous disons non. On dira que Alpha est passé, il a divisé les Guinéens, il a laissé les Guinéens fracturés, nerveux, les Guinéens qui ne parlent que d'ethnie, qui ne parlent que de secteurs, hein, de Guinée, de la forêt, de Guinée, de moyenne Guinée, haute Guinée, c'est-à-dire tout ce qui normalement divise, c'est la force d'Alpha de l'avoir fait prospérer. Et tout ce qui unit, tout ce qui entraîne une Guinée qui a un regard d'ensemble vers l'avenir, qui a une fraternité entre les gens, il n'aura pas permis cela. Au contraire, bien sûr, il aura contribué vraiment à cette fracture-là.
Et c'est ce que je trouve dommage vraiment pour ce pays-là. Alors parlons à présent du statut du chef de file de l'opposition qui donne beaucoup de privilèges aujourd'hui à El Hadji Seydou Dalein Diallo. Le débat à ce sujet, c'est que les 500 millions qui devraient être versés mensuellement au président Dalein pose débat et pose problème en même temps, parce que pour certains, cette somme doit être versée au compte du parti. Alors que El Hadji Seydou Dalein était hier dans une radio de la place, il a dit que cet argent lui appartenait. Qu'en dites-vous? Non, mais vous savez, ça encore, ça fait partie des faux débats qu'il y a dans ce pays. Vous savez, personne ne s'assoit aujourd'hui pour discuter du budget de la Cour suprême, du budget de la CENI, du budget de toutes ces institutions-là qui ont été créées. Ce qu'on dit, c'est que l'institution chef de file de l'opposition a été votée à l'Assemblée nationale à l'unanimité. Tous les députés étaient là, tous les groupes. C'est un projet de loi qui est arrivé du gouvernement. Il y a eu des résolutions au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, c'est quelque chose qui est établi depuis très longtemps. Le budget n'avait pas été mis en place au départ, mais dans les résolutions qu'il y a eu à l'Assemblée nationale et tout, on avait dit que le chef de file de l'opposition, c'est-à-dire l'institution chef de file de l'opposition, avait un statut, avait un budget, avait vraiment avec ça des locaux, de quoi travailler. Et vous savez que lorsque l'on fait la liste, les communiqués du gouvernement, les communiqués de la présidence, lorsqu'un chef d'État arrive et tout, vous savez qu'on demande au président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil économique et social, on parle du président de la Cour suprême, on parle du président de la Cour constitutionnelle, on parle donc du chef de file de l'opposition. Donc tout ceci pour dire que c'est quelque chose qui est connu, qui est donc dans une normalité dans ce pays. Alors maintenant, quand on dit que cet argent, Seydou Dalein, qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est pas de l'argent qui est versé dans son compte à lui personnel, Seydou Dalein Diallo, c'est chef de file de l'opposition. Il est pour l'instant, du fait de la majorité à l'Assemblée nationale, du groupe de l'opposition le plus important. On a quand même 37 députés de l'UFDG à l'Assemblée nationale. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et cet argent, c'est de l'argent qui est établi pour la bonne marche de l'institution chef de file de l'opposition. Répondez-vous à ceux qui pensent ou qui disent que c'est une forme de corruption? Bon, écoutez, les gens sont toujours là en train de discuter pour noyer le poisson. Moi, je dis simplement que, vous savez, Seydou Dalein vient d'une tournée en Haute-Guinée et en forêt qui a été triomphale, avec des prises de position importantes des responsables de la Haute-Guinée et de la forêt. Donc, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour Alpha Condé. Il a fallu maintenant trouver une situation de contre-feu. Donc on a amené une polémique qui n'est pas une sur la place publique. Mais ce qu'il y a à dire simplement, c'est qu'il n'y a aucune forme de corruption, puisque ce n'est pas de l'argent d'abord de Alpha, c'est de l'État qui a décidé de doter d'un budget une institution. Cette institution, c'est chef de file de l'opposition. Ce n'est pas une institution qui a été inventée par la Guinée, c'est quelque chose qui existe au Sénégal, qui existe au Mali, qui existe dans d'autres pays, au Niger, avec un fonctionnement normal de ces institutions. Et donc, il est tout à fait normal que cette institution puisse fonctionner avec vraiment les deniers publics et que ce soit, ça permette une ventilation, je dirais, démocratique normale dans un pays. Alors, vous suivez également le dossier de la réconciliation nationale. Et où en sommes-nous? Écoutez, nous avons fait le constat que il faut déjà la réconciliation nationale. Nous avions dit que pour les événements passés, puisque vous savez que nous vivons 60 ans de déni de justice
de mensonges dans ce pays pour la problématique de la Première République, où nous avons plus de 50 000 familles touchées. Nous avons les 95% des compagnies d'indépendance dans des fausses communes. Nous disons aujourd'hui qu'il faut le droit de savoir. Le droit de savoir ce qui s'est passé pendant toute cette période-là. Tous ces complots, imaginaires ou non, nous voulons savoir ces déroulements, comment ça s'est passé. Nous avons dit que nous avons le droit à la justice. Ce droit à la justice, c'est qu'il faut que la justice passe, il faut qu'on sache qui est responsable, il faut qu'on sache pour certains, voilà, le tranche, que la justice tranche. Nous avons dit le droit à réparation. Le droit à réparation, c'est non pas de l'argent que l'on verse à des individus, mais d'abord c'est la restitution des biens saisis à l'époque. C'est aussi maintenant la réparation par les monuments, par des stèles. Nous avons dit que nous voulions au niveau du camp Boiro, qui représente l'ensemble des camps de concentration, je dirais, et des camps d'extermination qu'il y a eu sur le territoire guinéen. Nous avons dit que nous voulons une reconstitution à l'identique avec la mise en place d'un musée et d'un mémorial pour les victimes. Nous avons dit qu'au pont du 8 novembre ont été pendus non seulement 4 dignes fils de la Guinée, mais aussi au moins deux pendaisons dans toute la Guinée, dans toutes les préfectures de la Guinée en même temps. Nous avons dit qu'il fallait un monument à la mémoire de ces gens-là. Nous avions dit aussi que la première chose à faire, c'est de clôturer, d'identifier, de clôturer tous les charniers sur la République de Guinée pour que nous puissions nous recueillir sur la tombe de nos parents. Parce que figurez-vous qu'à Kindia, aujourd'hui, tout est un champ important là-bas, où il y a des fausses communes. Et les fausses communes du 4 juillet, aussi dans de ceux qui ont été exécutés après le coup Diarra, ce sont des arbres qui nous séparent. Alors nous pouvons tous clôturer ces charniers-là pour que tout le monde puisse se recueillir sur la tombe de nos parents. Et nous avions dit donc la garantie de non-répétition. Cette garantie de non-répétition, ce sont les institutions de la République qui doivent être formées, qui doivent être encadrées, qui doivent être, comment on appelle ça, renforcées, pour que ces événements-là ne se déroulent plus. Voilà pourquoi notre slogan, plus jamais ça. Et nous avons dit que le président de la République, qui a été condamné à mort par contumace, qui a été enfermé sous Conté, et qui a donc là un droit de mémoire vis-à-vis de tous ces gens qui ont été exécutés. Parce que lui, il a été condamné à mort par contumace, donc c'est un renégat, c'est un traître, c'est un anti-guinéen. Tout ceci pour la Première République et pour la Deuxième République. Donc si tout ceci est faux, et que lui il a pu être président de la République dans ce pays, c'est que il a bénéficié vraiment d'un concours de circonstances. Alors, ce concours de circonstances-là, il doit justement avoir ce droit de mémoire vis-à-vis de tous les autres. Parce que son fils qui chérit tant aujourd'hui, qui est dans toutes les affaires de la République, si il était présent sur le territoire guinéen, il serait mort et ce fils-là serait avec nous aujourd'hui pour rechercher la tombe de son père. Alors donc, il n'était pas plus intelligent, et loin s'en faut, de tous ces gens qui sont décédés. Il doit maintenant avoir ce devoir de mémoire. Alors, qu'est-ce qui explique la lenteur dans ce dossier? C'est parce qu'il s'est, comment on dit ça, il s'est enfermé dans un débat ethnique dans ce pays, et s'enfermant dans un débat ethnique, il a conforté l'idée que dans ce pays, c'est la problématique, elle est ethnique. Alors que nous avons dit, au niveau du camp Boiro, Sékou Touré a tué des Malinké, il a tué des Soussous, des Thomas, des Guerzé, des Peuls, des Français, des Allemands, il a tué toutes les nationalités. C'est un assassin qui est un assassin reconnu, et donc on ne peut pas dire qu'au niveau du camp Boiro, au niveau de la Première République, c'était un problème de Malinké.
c'est un problème de Sékou Touré, sa famille, la famille de sa femme, c'est ceux-là qui ont été la trame complète d'exécution de tout le système de la République, et que nous disons que c'est un système qui était un système mauvais, mal fait, un système au bénéfice de certains individus. Bien sûr, se sont greffés tout autour. On voit aujourd'hui tous ces colporteurs et tous ces vampires de l'État, hein, qui se sont agglutinés et agrippés autour du chef de l'État, faisant croire que c'est un débat et que c'est un problème ethnique qui a lieu d'être dans ce pays. Vous voyez très bien aujourd'hui la situation de Alpha Condé avec toute cette gangrène qu'il y a autour de lui, cette gangrène qui fait croire que c'est un problème ethnique encore dans ce pays, parce que bien sûr les gens s'accrochent à ce pouvoir-là, hein, pour gérer et pour dire du n'importe quoi, tout simplement parce qu'ils ont envie de rester au pouvoir. Donc c'est cette gangue-là qu'on a besoin d'extraire de ce pays-là, hein, pour que cela change. Et nous espérons réellement qu'il va y avoir un changement important de cette situation, pour que l'on puisse avoir un autre système mis en place, et que cette gangrène de système qui a perduré 60 ans, hein, disparaisse enfin, pour que les Guinéens soient libérés de ça et puissent s'exprimer correctement. Dernière question. Les routes continuent de faire des victimes. À qui la faute? Voilà. Si on vous disait aujourd'hui de situer la responsabilité. Alors la responsabilité, elle est à tous les niveaux. Je viens de vous parler de 60 ans de mensonges, de gabegie qui ont entraîné cette situation-là. Vous savez, aujourd'hui, il y a des accidents. Vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a des accidents. Pourquoi? Là, je parle du côté de l'État. Hein? L'État doit contrôler d'abord les permis. Vous savez que quand vous avez besoin d'acheter un permis, il vous trouve à la maison. Vous donnez des photos et vous avez le permis à la maison. Ça, c'est une gangrène de l'administration. Vous avez aujourd'hui aucun contrôle sur les véhicules. Les véhicules roulent comme ils veulent. Il n'y a pas de contrôle technique. Ça aussi, c'est une gangrène de l'administration. Vous avez des routes, hein, qui sont complètement délabrées, complètement défaites. Tout cela aussi, ça fait partie des problématiques de l'administration. Hein. Vous avez, comment dirais-je, maintenant, au niveau des populations, nous avons une indiscipline, hein, qui permet à des gens de monter dans une voiture pour 10 personnes, pour 5 personnes, ils sont à 20, à 30, à 35 dans la voiture. Ils laissent le chauffeur se conduire comme un assassin sur les routes, hein, en faisant de la vitesse qui n'en finit pas, alors qu'on sait très bien qu'il est incapable de gérer ça, étant donné qu'il est en surproduction. Mais vous savez, on laisse sur ces routes-là tous les barrages inimaginables de policiers, de gendarmes, donc de l'État, hein, qui raquettent tous ces gens-là, hein, tout le long du chemin. Et on s'étonne après qu'on ait des morts, on s'étonne après qu'on ait cette difficulté-là, et que après tous ces morts, il est impossible, hein, d'avoir une compassion. Parce que la Guinée est arrivée à un tel moment, tel système, hein, qu'on n'a pas de crainte de Dieu, on n'a pas de remords, on n'a pas de compassion vis-à-vis de tous ces morts-là. Et nous avons l'exemple encore, une deuxième fois. La première fois, nous avions demandé au groupe parlementaire, hein, de 1 minute de silence pour les morts qu'il y a eu pendant les événements tragiques des dernières manifestations. Pas de réponse du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel. Leur patron et président du groupe Damaro avait même refusé de se lever, hein, pour la minute de silence. Hier encore, nous étions à l'Assemblée nationale, où nous étions en train de demander une minute de silence encore pour tous ces 38 personnes mortes sur les routes guinéennes. Et encore une fois, pas de compassion de l'Assemblée générale, pas de compassion
de l'Assemblée nationale, pas de compassion du président de l'Assemblée nationale, Paul Kondiano, et de la majorité présidentielle. C'est la tristesse dans laquelle nous sommes et vraiment nous pensons que l'alternance est obligatoire dans ce pays pour que nous puissions au moins apporter un vent nouveau, un changement et une mentalité qui soit une mentalité un peu plus sereine. La Guinée a besoin d'avoir quelqu'un qui ait de la compassion vis-à-vis de ses concitoyens et qui ne soit pas un assassin ambulant. Et aujourd'hui, avec El Hadj Cellou Dalein Diallo, nous pouvons au moins dire qu'il a la qualité qui est là. Ce n'est pas quelqu'un qui a une âme d'assassin et qui n'est pas quelqu'un qui a une âme de vengeance. Ce n'est pas quelqu'un qui a une âme comment on appelle ça, d'un totalitaire, mais quelqu'un au moins qui a de la compassion vis-à-vis de ses compatriotes pour que cette Guinée-là puisse changer de mentalité. Merci, docteur. Merci beaucoup.